Bonjour, aujourd'hui on va plonger au cœur d'un grand classique de l'investissement, Une marche au hasard à Wall Street de Burton Malkiel. Accrochez-vous parce qu'on va bousculer quelques idées reçues. Alors, on commence direct avec la question qui est au centre de tout. Est-ce que pour réussir en bourse, il faut être un mathématicien de génie, un artiste avec une intuition incroyable, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus aléatoire? Pour tenter de répondre, il faut savoir que deux grandes écoles s'affrontent depuis toujours à Wall Street. D'un côté, il y a ceux qui cherchent la valeur vraie, la valeur fondamentale d'une action, et de l'autre, ceux qui essaient de deviner ce que la foule sera prête à payer demain. C'est un vrai match. La première approche, c'est la théorie des fondations solides. C'est la méthode rationnelle, analytique, celle de légendes comme Benjamin Graham ou Warren Buffett. L'idée est simple. Chaque action a une valeur intrinsèque, une sorte de juste prix basé sur ses résultats. Le but du jeu, c'est de calculer cette valeur et d'acheter quand le marché la vend moins cher. Et puis, on a l'approche totalement opposée, la théorie des châteaux en l'air. Là, on oublie les feuilles de calcul. La valeur d'une action, ce n'est pas ce qu'elle vaut objectivement, mais ce que les gens croient qu'elle vaudra. Le but n'est plus d'analyser l'entreprise, mais d'anticiper la psychologie de la foule pour acheter juste avant que tout le monde ne se jette dessus. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle du tout. Le célèbre économiste John Maynard Keynes disait déjà ça il y a près d'un siècle. Pour lui, le jeu de la bourse, c'est avant tout un jeu de psychologie. Mais que se passe-t-il quand ces fameux châteaux en l'air, construits uniquement sur l'optimisme et la psychologie, montent trop haut? Eh bien, ce qui doit arriver arrive. Ils finissent par s'effondrer. Le problème, c'est que ces châteaux ne reposent sur rien de concret. Tout est basé sur l'espoir de trouver un plus grand idiot, c'est-à-dire quelqu'un qui sera prêt à payer encore plus cher. L'histoire de la finance est un long cimetière de ces moments de frénésie collective. Un exemple parfait, c'est la bulle de la Compagnie des mers du Sud, au début du XVIIIe siècle. Les prix se sont envolés de façon complètement folle, tout le monde voulait sa part du gâteau. Mais, quand la panique a remplacé l'euphorie, le château de cartes s'est écroulé, ruinant des milliers de personnes. Et pour montrer que ça peut arriver à n'importe qui, même Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, s'est fait piéger. Il y a perdu l'équivalent d'une fortune et a eu cette phrase célèbre « Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens ». C'est une sacrée leçon d'humilité, non? Bon, si la valeur objective est super compliquée à trouver et que la psychologie des foules est totalement imprévisible, qu'est-ce qui nous reste? C'est là qu'on arrive à l'idée la plus forte, la plus révolutionnaire du livre. Regardez bien ce graphique. À première vue, ça ressemble à un cours de bourse classique, non? On voit des tendances, une montée, une baisse. On pourrait presque croire qu'on peut prédire la suite. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, la réponse va peut-être surprendre. Ce graphique a été créé en jouant à pile ou face. Pile, le cours monte un peu, face, il baisse un peu. C'est tout. Ça montre à quel point notre cerveau est câblé pour voir des schémas et des tendances, même là où il n'y a que du pur hasard. Et voilà le cœur de la théorie de la marche au hasard. Elle dit que les mouvements de la bourse à court terme sont impossibles à prédire. Le cours d'hier ne donne absolument aucune information sur le cours de demain. C'est comme un lancer de pièces. Le fait qu'elle soit tombée 5 fois sur pile ne change rien à la probabilité du prochain lancer. C'est ce qui amène à l'image la plus célèbre du livre, celle qui fait un peu grincer des dents. Si les prix évoluent au hasard, alors un singe qui lance des fléchettes sur une liste d'actions a autant de chances de faire mieux que le marché qu'un expert financier. C'est provocateur, mais ça fait réfléchir. Mais alors, pourquoi ce serait le cas? L'explication, c'est l'hypothèse des marchés efficients. L'idée, c'est que des millions d'investisseurs super intelligents passent leur temps à analyser la moindre information. Du coup, dès qu'une nouvelle information apparaît, elle est instantanément intégrée dans le prix de l'action. Il n'y a donc pas de bonnes affaires cachées. Et les conséquences de cette idée sont énormes. Si le marché est efficient, ça veut dire que passer des heures à regarder des graphiques, ça ne sert à rien. Ça veut aussi dire qu'analyser les bilans d'une entreprise pour trouver une perle rare, c'est inutile aussi. Le marché a déjà fait le boulot. Essayer de le battre, c'est mission quasi impossible. Ok, tout ça peut sembler un peu décourageant. Si on ne peut pas prédire le marché, on fait quoi? On abandonne? Pas du tout. On passe maintenant à la partie la plus importante, la solution. Et elle est bien plus simple qu'on ne le pense. Puisqu'il est si difficile de battre le marché, la stratégie la plus intelligente, c'est de le posséder en entier. Au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, on achète toute la botte de foin. Et l'outil pour faire ça, ce sont les fonds indiciels à faible coût, qui répliquent simplement la performance d'un grand indice boursier. Bien sûr, la façon d'investir doit s'adapter à l'âge. Quand on est jeune, on a des décennies devant soi. Le livre conseille donc une approche assez agressive.
une grande partie en action pour maximiser la croissance à long terme. Le temps est le meilleur atout pour lisser les secousses du marché. Et à l'inverse, à l'approche de la retraite, l'objectif change. Ce n'est plus de construire un patrimoine, mais de le protéger. La part des actions diminue donc fortement au profit d'investissements plus sûrs, comme les obligations. On passe d'une stratégie d'attaque à une stratégie de défense. Au final, tout se résume à 3 règles d'or, très simples à retenir. 1. Diversifier au maximum, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 2. Minimiser les frais. C'est l'un des seuls facteurs qu'on peut vraiment contrôler. Et 3. Être patient. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Et s'il fallait une preuve ultime, la voici. Warren Buffett lui-même, celui qui a réussi à battre le marché pendant des décennies, a demandé que l'argent qu'il laissera à sa famille soit investi dans des fonds indiciels. Si le plus grand investisseur de l'histoire recommande cette stratégie, c'est peut-être qu'elle est incroyablement sensée pour la plupart d'entre nous. Et on termine sur cette question. Accepter l'idée de la marche au hasard, ce n'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. Plutôt que de s'épuiser à prédire l'imprévisible, la démarche la plus intelligente n'est-elle pas de changer sa propre façon d'avancer? Plus simplement, plus patiemment et, au final, avec bien plus de sérénité.